Dans cet épisode de Mythbusters, Adam et Jamie font parler leurs armes. Elle est encore chaude. Alors qu'ils tentent un improbable triple ricochet La balle a explosé. pour découvrir si le tireur pourrait s'abattre lui-même. Il y a un trou, j'ai été touché. Puis Tori Grant et Jesse se transforment en bûcherons. On aurait peut-être dû prévenir. Ils mettent à l'épreuve le mythe du sapin catapulte vivante. Bonne chance, Buster. Tu es notre seul espoir. Ils tentent de catapulter un cadavre malade au-dessus des remparts d'un château. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est le chaos. et Jamie Heineman. On part à l'aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, C'est exactement ce qu'il me faut. Tori Bellecci, Le petit assistant veut jouer les durs à cuire. Grant Imahara, Je suis prêt. sans oublier Jesse Combs. C'est génial. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Adam décide de commencer par une étude du premier mythe sur le terrain. On m'a dit que tu faisais des recherches, mais on dirait plutôt que tu joues au billard. Je fais les deux. J'ai trouvé notre prochain mythe, qui nous vient tout droit de la communauté des fans d'armes à feu. Je vais te faire une démonstration. Cette boule rouge représente notre tireur. La boule blanche représentera la balle de revolver. Le mythe prétend que notre tireur fait feu. La balle peut ricocher 1, 2, 3 fois et tuer le tireur. Ce serait pas très cool. Tu l'as dit. Allons-y. D'accord. Le mythe se passe dans un gratte-ciel en construction, une parfaite parabole de la justice immanente. Un tireur en colère tire dans un mauvais angle, il manque sa cible, la balle ricoche 3 fois sur des piliers en acier et en moins d'1 seconde, c'est retour à l'envoyeur. Par quoi on commence alors? Il faudrait commencer par une situation sous contrôle. Un tir d'essai. Je pense qu'on devrait installer 3 plaques en acier dans notre bunker, les viser avec une arme et voir si la balle ricoche sur les 3 sans le tireur. Ça me paraît bien. Parfait. T'es prêt à semer la panique? Oui. La transformation du bunker en coupe-gorge balistique est rapide et efficace. Jamie s'occupe tout d'abord de démonter et d'installer l'arme de son choix, un pistolet de calibre 45. Adam, pendant ce temps-là, se charge d'installer l'étau. Parfait. Ça ne bougera pas. Si tout n'est pas mis en place avec précision, ce tir d'essai n'ira pas bien loin. Il faut qu'il place correctement les plaques en métal ainsi que l'arme, sinon il risque d'y passer la journée. On a 3 plaques de métal, 3 étaux et un pistolet de calibre 45. On va tenter un tir d'essai qui réunit toutes les circonstances de ce mythe. Cette arme va tirer une balle qui sera projetée vers la première plaque. Puis, en théorie, elle devrait rebondir à un angle de 90 degrés et être projetée vers la deuxième plaque, répétant la même opération vers la troisième plaque. Et si tout va bien, elle finira par revenir à son point d'origine et risquer d'abattre le tireur. Pour m'assurer que le matériel est bien installé, je vais utiliser des miroirs et un laser. Grâce à la technologie prédictive, ils illustrent parfaitement le théorème de Pythagore. Le dernier angle ne formera pas un losange parfait, mais il y a une logique derrière cette déviation volontaire. La balle reviendra ici pour éviter qu'elle ne vienne frapper l'arme. D'accord. Je ne veux pas l'abîmer. Adam n'aura pas de scrupule à transpercer d'une balle son complice. J'ai apporté une source de motivation pour le tir. J'ai un tireur. Il n'a pas l'air commode. Je me suis dit qu'on pourrait le placer à cet endroit. Si tout se passe bien, il recevra une balle. D'accord. Le scénario qu'on a préparé à l'intérieur du bunker réunit les conditions idéales. Dans la réalité, je ne suis pas certain qu'une balle pourrait ricocher 3 fois. J'ai vu de nombreuses balles heurter des objets en métal et je suis sûr qu'il y aura des éclats. Et ils ont tout l'air de penser que les éclats sont à prendre en compte. Les balles ne sont pas des lasers. Celle que nous allons utiliser est en plomb. Les plaques que nous avons installées sont en acier.
Lorsque le plomb rencontre l'acier, c'est ce dernier qui compte. Ce qui signifie que notre balle va se déformer lorsqu'elle heurtera la première plaque. Adam colle une feuille de papier à la plaque pour pouvoir repérer le point d'impact. Ensuite, Jamie charge son arme avec précaution. Le bunker est prêt. Il ne reste plus qu'à tirer en espérant que la balle abatte le méchant sosie de Jamie. Voici le mythe de la balle qui ricoche dans un scénario idéal. 3, 2, 1... Je ne vois qu'une marque sur la première plaque. La deuxième n'a rien. Voilà qui est intéressant. Et c'est peu dire, comme il le découvre en examinant la scène de plus près. J'ai compris ce qui s'était passé. Regarde le mur du fond. Oui, il y a des impacts sur tout le mur. Ils s'étendent sur plus d'1 mètre. Oublie les ricochets. La balle a explosé. Il semble que la balle est éclatée en morceaux et le ralenti confirme leur crainte. Ça n'a pas fonctionné. Voilà le problème. La balle s'est approchée de la plaque, puis s'y est aplatie. Oui, c'était magnifique. Elle a parfaitement suivi la ligne. L'explosion à la sortie du canon est superbe. Mais ensuite... Il doit bien y avoir une balle qui résiste mieux à l'impact. Je suis d'accord. Il va falloir piocher dans la réserve personnelle de Jamie. Le plomb n'a pas fonctionné, alors cette fois-ci on va utiliser une balle chemisée, qui est entièrement recouverte de cuivre, à l'exception du dessous. Le papier est remplacé et l'arme rechargée. On y va. 3, 2, 1... Même résultat. L'impact sur le papier est moins étendu, mais elle n'a toujours pas heurté la deuxième plaque. La balle chemisée fournit un meilleur résultat que la balle en plomb, mais il n'y a toujours pas l'ombre d'un ricochet. Ok, elle est partie, elle suit la ligne, et elle éclate. Ça pourrait tout aussi bien être une bille de paintball. Elle n'a pas approché la deuxième plaque. Mais c'était une balle chemisée, je ne sais pas comment on va faire. Jamie apporte donc la grande sœur de la balle chemisée. Parviendra-t-elle à faire mieux? Cette balle est, elle, entièrement recouverte de cuivre. Elle devrait donc fournir de meilleurs résultats. Il y a un seul moyen de le découvrir. Attention, 3, 2, 1... Toujours pas d'impact sur la deuxième plaque. Il va falloir innover. On laisse tomber les balles. Il nous faut quelque chose qui puisse rebondir. On a donc pensé à une bille, et plus particulièrement une bille de roulement à billes en acier trempé. Elle ne devrait pas éclater comme les précédentes, et avec un peu de chance, elle nous fera un triple ricochet. Adam et Jamie reviendront plus tard vers les balles qui ricochent. Pour l'instant, ils font un essai avec un objet plus rond et plus solide. La bille de roulement qu'on va utiliser maintenant est en acier au chrome trempé. Elle est donc beaucoup plus solide que ces plaques en acier. On espère voir enfin un triple ricochet qui se termine en retour à l'envoyeur. Pour pouvoir tirer une bille de roulement, Jamie doit installer cette dernière dans un tube appelé sabot. Allons-y, j'ai un bon pressentiment. Il faut absolument qu'on améliore nos résultats. Ok, roulement à billes. 3, 2, 1, boum! Je vois un impact sur la deuxième plaque. Il y a un trou, j'ai été touché. Ouais! Regarde-moi ça! Allons voir ça de plus près. Il semble que le roulement à billes ait accompli un retour vengeur. Impact sur la première plaque, impact sur la deuxième plaque, impact sur la troisième plaque, et toi, espèce de loser, t'es mort. Le projectile a traversé la main droite de Jamie. Il n'a pas touché le doigt qui presse la détente, mais celui qu'il utilise pour saluer les autres automobilistes. Pour mieux comprendre le processus, Adam et Jamie examinent attentivement le ralenti. Et paf, regarde! Elle ralentit. Elle perd beaucoup d'énergie lors de chaque impact. Au ralenti, on a presque l'impression qu'elle s'arrête.
J'aimerais prendre des mesures et faire des calculs pour déterminer sa vitesse après l'impact sur la 3e plaque. Il faut qu'on sache si le tir est mortel. Ouais. Pour confirmer le mythe, il faut que le tireur soit tué. Et il faut se rendre à l'évidence, en réalité, Jamie est constitué de moins de 10% de carton. Il n'est pas mortel. C'est vrai? Oui. J'arrive à 32 mètres par seconde, soit 116,6 km/h. Ça ferait un mal de chien, mais ça ne tuerait pas. Je peux lancer une balle de baseball plus vite que ça. Je suis sûr que non. Il est temps de passer au mythe des arbres contagieux. Le sapin catapulte. À tes souhaits. Merci. Qu'est-ce que vous racontez? Je t'explique. Il s'agit d'un mythe assez répugnant qui, comme tous les mythes répugnants en général, nous vient tout droit de nos fans. Je vous en prie, continuez. Ok. Durant les sièges de châteaux forts au Moyen-Âge, l'armée qui assiégeait utilisait des sapins qu'elle faisait ployer et qu'elle chargeait d'un cadavre qui avait succombé à la variole ou à la peste pour le catapulter au-dessus des remparts ennemis. Et l'armée assiégée à l'intérieur du château contractait alors la maladie mortelle et c'était la défaite. C'était la première guerre biologique. C'est ça. C'est un thème classique des dessins animés, mais cela peut-il réellement fonctionner? Il faut attacher un corps à l'arbre, faire ployer celui-ci sans toutefois qu'il ne cède, et envoyer le projectile suffisamment loin et haut pour qu'il passe au-dessus des remparts du château. Sacre bleu, c'est un cadavre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien, ça ne va vraiment pas être facile. Pourquoi? Imaginez un peu, pour pouvoir balancer un cadavre contagieux par-dessus les remparts du château, il faut faire ployer un sapin jusqu'à une certaine distance et il pourrait se briser à la base ou carrément se déraciner. Il faudra donc d'abord qu'on détermine le point de rupture de l'arbre. On va devoir se rendre dans une forêt artificielle et faire ployer un grand sapin jusqu'à ce qu'il se brise. Et ensuite, il faudra trouver un autre arbre de la même taille, le faire ployer sans atteindre le point de rupture, y installer Buster et relâcher pour voir si l'énergie est suffisante pour l'envoyer par-dessus les remparts du château. Impossible de se rendre dans n'importe quelle forêt et se mettre à faire joujou avec des arbres. Voici Jim Curry. Il possède 9 hectares comprenant différents types d'arbres, tous destinés à l'abattage. On essaie de catapulter un cadavre contagieux au-dessus des remparts d'un château et on a besoin d'arbres. Vous êtes venu au bon endroit. Il n'a même pas eu l'air surpris. Quelques minutes plus tard, Jessie est à la recherche d'un candidat. Les gars, j'ai trouvé le spécimen idéal. Il s'agit d'un Pinus sabineana, un pin de Californie. Ça tombe très bien car le mythe requiert spécifiquement l'utilisation d'un conifère. Après un cours intensif d'escalade, Ensuite, il faut serrer. Tori se dirige droit vers les cieux jusqu'au sommet de l'arbre à plus de 18 mètres. Pourquoi j'escalade ce pin? Parce qu'il faut qu'on attache une corde au sommet pour pouvoir le faire ployer jusqu'au sol. On va installer sur la corde un appareil qui calculera la force nécessaire pour faire ployer l'arbre. On saura exactement l'énergie qu'il va nous falloir pour catapulter notre cadavre. Cette expérience a pour but le calcul d'une donnée vitale, le point de rupture de l'arbre. La corde est maintenant attachée au sommet de l'arbre. On va essayer de le faire ployer. Ok, suivez-moi. La corde est reliée à un palan à levier. On espère qu'il sera assez résistant pour briser l'arbre. Et enfin, le dynamomètre nous permettra de calculer combien de kilos de force ont été nécessaires. Il est temps de se mettre au boulot. Qui est le premier de corvée au palan? C'est toi! Mince. Pour garder le côté rustique et traditionnel de ce mythe, Grant sera le premier à manier le palan à levier et à ouvrir les paris. Combien de kilos seront nécessaires? Je ne sais pas. Peut-être 450 kilos de force? Je ne suis pas un expert en arbres. Lentement mais sûrement, le pin commence à ployer. C'est incroyable. Cet arbre de taille adulte est recourbé à un angle de 45 degrés et il se met à gémir sous la pression. Vous avez vu comme il penche? Mais le dynamomètre dépasse largement les 450 kilos. On approche des 700 kilos. Ils plient, mais n'auront pas encore.
La corde continue à se tendre, mais le dynamomètre est bloqué à 900 kg. Ce pain est peut-être sur le point de se casser. C'était impressionnant. Le pain cède aussi facilement qu'une brindille. Ils disposent maintenant du chiffre dont ils ont besoin. Il faut 900 kg de force pour briser un pain de taille moyenne. Une fois atteint le point de rupture, il n'y a aucun signe avant-coureur. On actionne le palan et paf, l'arbre est coupé en deux. Maintenant qu'ils ont cette information, ils vont pouvoir découvrir si un homme peut voler. Enfin, plutôt un cadavre, pour être exact. On a trouvé un autre arbre similaire au premier pour le reste de notre expérience. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses. Cette machine possède un palan de 18 000 kg de force. Ça devrait nous faciliter la tâche. Avec ce nouvel arbre, la technologie est de mise. Tori n'aura plus besoin de jouer au pro de l'escalade. Nous, on dispose d'une plateforme élévatrice. Tu t'imagines grimper à un arbre avec un cadavre porteur de la variole pour l'attacher au sommet? Je me demande qui était de corvée. Buster est un poids mort. Essayez de ne pas le laisser tomber. Tori et Grant ont hâte de lui trouver un perchoir. J'espère qu'il tiendra. Ok, c'est bon. Bonne chance, Buster. Pourquoi tu lui souhaites bonne chance? Il est mort. Même dans la mort, il n'y a pas de dignité pour notre pauvre mannequin. Mais chacun a un rôle à jouer. Jessie s'occupera du palan et Grant sera posté près du dynamomètre. Il me préviendra dès qu'on aura atteint la force nécessaire et on coupera la corde, catapultant Buster dans les airs. On pourrait utiliser une soupape de desserrage rapide, mais comme il s'agit d'un mythe médiéval, on préfère couper la corde à l'aide d'une épée. Je sais, c'est une épée de samouraï, mais on fait ce qu'on peut. Tout le monde espère que Buster prendra son envol, tel un poulet atteint de la variole. Mais il y a toujours la probabilité qu'il reste coincé sur son arbre. On va faire ployer l'arbre. C'est une technique imprévisible, impossible de savoir ce qui va se passer. Le plan consiste à couper la corde lorsque le dynamomètre atteint 900 kg, car c'est la force maximale que le premier arbre a supportée avant de se briser. 900 kilos. Le tronc massif est maintenant recourbé et semble pouvoir envoyer Buster jusqu'au comté voisin. Une fois tout le monde à l'abri à une distance qui paraît raisonnable, Tori coupe la corde. C'est parti. 3, 2, 1... C'est exactement comme ça qu'il faisait au Moyen-Âge. Il est tombé de l'arbre, il n'a pas été catapulté du tout. L'expérience est un véritable désastre. Tomber n'est pas volé et Buster a davantage été délogé que catapulté. Voici l'endroit où Buster a atterri, à peine à 3 mètres de l'arbre. La catapulte n'a pas vraiment fonctionné. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce mythe est bidon. Adam et Jenny mettent à l'épreuve le mythe de la balle qui ricoche 3 fois sur de l'acier et termine sa course en tuant le tireur. Belle journée pour faire des ricochets, non? Pour des raisons de sécurité, ils décident de déménager l'expérience au cœur de grands espaces. On a choisi cet endroit car on va utiliser des armes à feu et faire ricocher des balles un peu partout. On s'est dit qu'on devrait peut-être avoir un peu plus d'espace pour être à l'aise. Ils ont effectué plusieurs tirs d'essai avec des plaques en acier, mais toutes les balles ont éclaté avant d'effectuer le moindre ricochet. La balle a explosé. On est parvenu à faire ricocher une bille de roulement. Mais d'abord, ce n'est pas du tout une munition classique. Et ensuite, après le 3e ricochet, la bille a perdu tellement d'énergie qu'elle était loin d'être mortelle. On s'est donc dit qu'il fallait revoir notre copie, car notre approche n'était pas bonne. Peut-être que le problème ne vient pas des balles, mais des plaques en acier. Elles sont trop dures. Les balles rebondiraient peut-être mieux sur une surface plus souple. On va donc faire un nouvel essai. La première surface qu'ils vont utiliser est plus souple que l'acier, mais beaucoup plus lourde. Tu vas prendre une de ces plaques de plomb, la déposer sur la table et l'installer? Pourquoi des plaques de plomb?
Les balles qu'on utilise sont recouvertes de cuivre. Et le cuivre est plus résistant que le plomb. J'espère que le cuivre aidera à maintenir la balle en un seul morceau, pour qu'elle n'éclate pas au moment du premier impact et qu'il continue son chemin. Sa vitesse sera-t-elle mortelle cette fois? Pour cette nouvelle série d'essais, Adam et Jamie vont d'abord calculer l'angle de déviation de la balle sur une seule plaque en plomb. Si la balle rebondit, elle devrait transpercer le tableau. Ce ruban adhésif rouge que j'ai collé sur la table représente l'angle d'incidence, c'est-à-dire l'angle de l'impact entre la balle et la cible. Que se passera-t-il ensuite? J'ai hâte de le découvrir. Le champ de tir est prêt. Ils utilisent une balle chemisée cuivre. 3, 2, 1. Je vois le trou dans le tableau. C'est vrai? L'angle est parfait. C'est vrai? Oui. Si la balle est intacte, ils sont peut-être sur la bonne route. L'angle de déviation ne doit pas être loin des 45 degrés, peut-être 42. Je ne pensais pas que ce serait un angle aussi aigu. Maintenant, il nous reste à déterminer sa vitesse. On n'a qu'à la calculer avec la caméra à grande vitesse. Mais les images au ralenti leur révèlent quelque chose d'inattendu. On dirait un bout de métal complètement déformé. C'est étonnant. Adam va maintenant calculer la vitesse de ce bout de métal. Après l'impact sur la plaque en plomb, la vitesse de la balle était de 52 mètres par seconde, soit 187 km/h, au moment où elle a traversé le tableau. Ce n'est pas mortel. Elle a perdu presque toute son énergie. Il faut trouver un matériau qui pourrait fournir de meilleurs résultats. On va maintenant faire un essai avec un parpaing. Pourquoi un parpaing? Parce qu'il est suffisamment souple pour que la balle pénètre la surface et ressorte selon l'angle nécessaire. La seconde raison, on trouve rarement des blocs de plomb qui traînent et sur lesquels une balle pourrait ricocher, alors qu'on a de bonnes chances de trouver des parpaings. J'ai hâte de voir si ça fonctionne mieux. Tout est prêt? Tu as une idée de l'angle d'incidence du parpaing? Non. Non? Non. Mais si tu en avais une, ce serait quoi? Non. Tu penses pas qu'il sera plus aigu? Non. Tu penses qu'il sera plus obtus alors? Je ne sais pas. Appuie sur la détente. 3, 2, 1. La balle est aplatie, mais elle n'éclate pas. Adam va maintenant calculer l'angle. C'est exactement la moitié de 45 degrés. 22 degrés et demi. Excellent. Et lorsque la balle s'exprime, Adam est à l'écoute. Peut-être qu'on en demande trop à ces pauvres balles. Peut-être que si on tire vers une surface avec un angle d'incidence moindre, les balles pourraient garder davantage d'énergie pour les impacts suivants. Elles pourraient même arriver jusqu'au tireur. On va donc réduire de moitié notre angle de 45 degrés et tirer à un angle de 22 degrés et demi. Angle d'incidence de 22 degrés et demi, tire sur un parpaing. 3, 2, 1. C'est dingue à quel point j'aime notre boulot. Ils ont réduit l'angle de moitié pour augmenter la vitesse de la balle et il semble que ça fonctionne. Elle l'a transpercé. C'est vrai? Ouais. Elle l'a traversé de part en part. Ça signifie qu'elle a gardé beaucoup d'énergie. Génial. Mais il faut encore déterminer si le tir est mortel. C'est parti au ralenti. Ils doivent atteindre une très grande vitesse. Leur objectif est 90 mètres par seconde. C'est notre meilleur résultat. Après l'impact sur le parpaing, la balle allait à 150 mètres par seconde, soit 540 km/h. C'est un tir mortel? Je crois que oui. C'est un très bon tir. On est sur la bonne voie. Quelle est l'étape suivante? Au cours des différents essais, ils ont atteint la vitesse et l'angle recherchés. Maintenant, il va falloir combiner les deux. Adam pense avoir trouvé la solution. Le sosie de Jamie entre en jeu. Lequel est le vrai? Ainsi que les deux autres parpaings.
La balle se dirigera vers le premier parpaing à un angle de 22 degrés et demi. Après plusieurs essais, on a pu calculer qu'après l'impact, elle se dirigera vers le deuxième parpaing à un angle de 12 degrés. J'ai placé ce parpaing à un angle d'environ 30 degrés. C'est un peu plus obtus, mais je pense qu'elle va perdre de l'énergie au moment de l'impact et que l'angle de réflexion sera donc un peu plus grand. Pour ce qui est du troisième parpaing, on va devoir décider au hasard. Je vais le placer plus ou moins à cet angle, en espérant que ce sera suffisant pour que la balle termine sa course dans le sosie de Jamie. Selon le mythe de départ, la balle devait ricocher 3 fois à 90 degrés. Mais cette partie est bidon. Voyons si cette fois-ci, ils obtiendront un retour à l'envoyeur à un angle plus aigu. Une balle, 3 parpaings, un Jamie en carton et un public en haleine. Pour la victoire, 3, 2, 1... Les chances de réussite sont véritablement minimes. Mais il semble que les planètes étaient alignées au moment du tir. Je vois un impact, 2 impacts et 3 impacts. Les parpaings étaient bien placés. Il y a un impact de balle sur ma poitrine. Mais où est la balle? La balle? Qu'est-ce que c'est que ça? La balle. Elle est encore chaude, regarde. Ah, c'est vrai. Ça a marché. Malgré les angles assez étranges, ils ont obtenu un triple ricochet. Il leur faut maintenant obtenir la bonne vitesse. Le deuxième impact est en plein centre. C'est magnifique. Elle ralentit et maintenant, elle ralentit encore plus. Je crois qu'elle a ricoché sur la table. Regarde. Boum! Je vais y arriver. Je peux le faire, encore un peu. Je peux le faire. Je vais le faire. Et voilà, elle arrive. Même avec un bloc en béton, ils n'obtiennent pas la vitesse qui correspond à l'angle choisi. La balle a atteint le troisième parpaing à un angle de 60 degrés et elle est repartie vers Jamie à un angle de 60 degrés, comme un miroir. Elle a atterri dans la poitrine de Jamie, mais malheureusement, elle n'allait plus qu'à 60 mètres par seconde, soit 216 km/h. Tu n'es pas mortel. J'en ai fini avec toi. Nous voulons tous voir un retour à l'envoyeur mortel. Je vous assure que nous n'en aurons pas terminé avec ce mythe tant que le Jamie en carton ne sera pas à l'agonie. L'équipe chargée de faire ployer un arbre et de catapulter un cadavre n'a pas eu beaucoup de chance sur le terrain. Il est temps de se regrouper. C'est un vrai désastre. Buster n'a pas volé dans les airs, il est tombé comme une pierre. Oui, on aurait certainement pu l'envoyer bien plus loin. Ne perdez pas espoir. On a tenté l'expérience sans vraiment y réfléchir. C'était notre premier essai. On devrait avoir une approche plus scientifique. Continue. On pourrait faire d'autres essais en variant l'angle de lancement et en taillant l'arbre pour voir si ça a un effet quelconque. On pourrait essayer avec différentes espèces d'arbres et voir celle qui convient le mieux. On n'a qu'à trouver des arbres plus petits. Je sais, en botanique, on appelle ça de jeunes arbres. Notre équipe commande donc une sélection de jeunes arbres pour déterminer lequel a la tige plus souple. Parmi eux, un cèdre, un sapin et un séquoia. C'est comme passer un fil dans une aiguille de pin. Ils doivent maintenant faire ployer chaque arbre, en commençant par le sapin de Douglas, au même angle à chaque essai. Ok, on a un angle de 45 degrés. Et déjà 72 kilos de force. C'est pas mal pour ce petit arbre. Oui. Grant, tu es prêt? Oui. Ok, on relâche dans 3, 2, 1... Joli. Pas mal du tout. Le résultat est concluant. Millie Buster a quitté la base de lancement. Le premier arbre, le sapin, avec 72 kilos de force, a obtenu une distance de 5,09 mètres. On passe au séquoia. L'équipe installe le concurrent suivant, un bébé séquoia. Le séquoia est en place.
Ils vont voir si ça vaut la peine de changer de variété d'arbres. Ils font ployer le séquoia à un angle de 45 degrés, mais n'obtiennent que 27 kg de force. Grant, tu es prêt? Oui. On relâche dans 3, 2, 1. Même pas la moitié de la distance. Rien à voir. Notre mini Buster malade n'a parcouru qu'un tiers de la distance jusqu'au rempart du château. 27 kg de force et une distance de 1,80 m. Suivant, le cèdre d'Alaska. Ils ont maintenant testé 2 de leurs 3 conifères et ils espèrent que le dernier pourra faire encore mieux. Ok, c'est parti. On relâche Mini Buster dans 3, 2, 1. Le cadavre est catapulté à une distance équivalente à 15 fois son propre corps. C'est tout à fait logique. On était sûr qu'il atterrirait entre les 2 premiers essais. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est intéressant de voir comment 3 arbres pourtant similaires ne se comportent pas du tout de la même façon. D'accord. Avant de choisir un des 3, on devrait observer les ralentis pour essayer de comprendre ce qui se passe. Allons-y. Ils commencent par leur dernier essai, le cèdre d'Alaska. On lâche l'arbre et Buster reste collé au tronc jusqu'à ce qu'il atteigne la verticale. Puis il est projeté en avant. Lors de cet essai, il allait à 23 km/h, soit 6 mètres par seconde. Passons maintenant au séquoia rebelle. Cet arbre fournit beaucoup moins d'énergie. Il n'est pas aussi souple apparemment. Il a quitté l'arbre plus tôt. Le dernier ralenti est celui du grand gagnant du jour, le sapin de Douglas. Mais ces images donnent d'autres idées à Grant. Je me demande si en taillant certaines de ses branches, on ne pourrait pas augmenter sa vitesse. Oui, et par la même occasion, on réduira sa résistance au vent et Buster pourrait atterrir un peu plus loin. Faisons un essai. Allons-y. Ok. Le verdict du jury, le sapin a besoin d'une bonne coupe. On vous explique pourquoi cette technique pourrait fonctionner. Les branches des arbres servent tout d'abord à leur équilibre. Lorsque le vent souffle, elles se balancent et s'agitent dans tous les sens. Les forces opposées travaillent ensemble pour maintenir la stabilité du tronc. Pour faire ployer un arbre, il semble donc logique de couper ses branches. Ce sera peut-être suffisant pour transformer un sapin en catapulte. Parfait. C'est ce qui s'appelle tailler un arbre. Voyons si tous leurs efforts en valaient la peine. On relâche dans 3, 2, 1. Le tir est tellement efficace que Grant doit effectuer un pas de danse pour éviter les projectiles. Quand on veut catapulter un corps au-dessus des remparts d'un château, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Il peut même transpercer le mur. L'échelle n'est pas assez précise pour transposer les résultats dans le monde réel, mais ils peuvent peaufiner leur méthode pour améliorer leurs résultats dans la forêt. Le problème, c'est qu'il est projeté vers le bas. Oui, l'arbre le suit toujours une fois passé la position verticale. On pourrait essayer de stopper l'arbre avant qu'il ne passe ce point critique. Comme sur une catapulte d'ailleurs. Comme ça. Comme une longe, une corde d'arrêt. Ok, on va essayer. Ils ont la bonne distance, mais il leur manque la bonne hauteur. Une corde d'arrêt devrait permettre de stopper l'arbre dans son élan juste avant qu'il n'atteigne la verticale. Si tout se passe bien, ça devrait être leur meilleur essai. Ouais. Ok, 3, 2, 1. C'est pas possible. Il a heurté le mur du fond. La corde d'arrêt fonctionne à merveille et Mini Buster entreprend un vol dans l'espace. Incroyable! C'est parfait, la trajectoire, la vitesse. Vous avez vu où il a atterri? Super, on a trouvé la bonne technique. Je sais ce que vous pensez. Je vous entends à travers l'écran. Vous vous dites que ce sont de jeunes arbres et que les arbres adultes qu'on va utiliser ne sont pas aussi souples. C'est vrai.
Et c'est justement pour cette raison qu'on va maintenant tester notre méthode dans la forêt. Le mythe du triple ricochet est bidon. Mais Adam et Jamie ont un plan pour obtenir le même résultat. Ils comptent tirer à l'intérieur d'un tuyau en acier. Les cintreuses sont de véritables merveilles de technologie. À mon avis, on pourrait tirer dans un tuyau cintré. Comme ça, on pourrait éviter le problème des impacts. Elle fait une seule chose. Mais à la perfection, Ça me plaît. Une fois la balle projetée dans le tuyau, elle sera déviée, mais par des milliers de minuscules ricochets. et voilà. Ça ne te rappelle pas le temps où tu chassais le mammouth? On dirait un macaroni géant. Je vous assure qu'il chassait le mammouth. Et il ne reste plus à Adam qu'à installer et fixer le tuyau. Pendant ce temps, Jamie installe un bloc de gel balistique en espérant qu'il arrêtera la balle. Vous vous demandez certainement quel est le rayon de courbure du tuyau dans lequel on va tirer. C'est une très bonne question. Son rayon est actuellement de 2,20 m. S'il s'agissait d'un cercle complet, il aurait un diamètre de 4,5 m. Pourquoi n'a-t-on pas recourbé davantage le tuyau pour qu'il arrive directement en face de l'arme? Parce qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher. Alors on va procéder par étapes. Pourquoi mettre tous ses œufs dans le même panier? Le champ de tir est prêt. Tire dans un tube avec un rayon de 2,20 m. 3, 2, 1. On dirait qu'il est ressorti. On voit bien l'impact. Il semble que la balle ait survécu à son voyage à travers le tuyau et se soit enfoncée dans le bloc de gel. C'est une très belle réussite. Je n'imaginais pas qu'elle serait en aussi bon état. Regarde, ce côté est parfaitement aplati. C'est de ce côté qu'elle a heurté le tube. Ils ont confirmé qu'une balle peut voyager dans un tube en acier et en ressortir pour se venger. Elle a pénétré le gel sur 37 cm. Elle aurait donc gravement blessé le tireur. Le premier essai de tir à l'intérieur du tuyau nous a donné une vitesse de sortie de 190 mètres par seconde, ce qui signifie que le tir était mortel. Et en plus, si vous regardez bien la distance que la balle a parcourue dans le gel, si elle m'avait touché, elle m'aurait traversé de part en part. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. La cintreuse refait une apparition pour cintrer au maximum le tuyau jusqu'à obtenir un cercle presque parfait. « 58 cm de rayon. C'est une sacrée courbe. Tu l'as dit. Une friction plus importante réduit les probabilités de réussite, mais ils sont tous deux très optimistes. Et voilà. Le cerceau le plus lourd du monde. Allons voir si ça fonctionne. Je suis sûr que oui. Je suis très confiant. Adam est tellement excité qu'il se propose comme cible. Enfin, son autre lui. Le champ de tir est prêt. On tente le tout pour le tout. Un tuyau de 116 cm de diamètre qui revient jusqu'au tireur. 3, 2, 1. Elle m'a eu? Tu as un trou dans le cœur, mon pote. Si le Adam en carton avait réellement un cœur, on y trouverait maintenant un trou. Il reste 25 cm. On va voir au ralenti quelle était la vitesse de sortie. Vitesse de sortie 103 mètres par seconde. Génial. Un tir mortel. C'est un tir mortel, enfin, qui peut être fatal. Beau travail. Je suis aux anges. Ça ne fait aucun doute, l'expérience est un succès. Mais on est loin du mythe de départ du triple ricochet.
Quelle est la conclusion de tout ça? On sait pertinemment qu'un ricochet peut être fatal. Mais le mythe d'un triple ricochet avec retour à l'envoyeur est complètement bidon. De retour sur les lieux de leur échec cuisant, nos catapulteurs de cadavres ont retrouvé l'espoir. Ils sont super calés sur les arbres. Les gars, je vous présente le sapin de Douglas idéal. Et la disposition est parfaite. On a tout l'espace nécessaire d'un côté pour faire ployer le sapin et de l'autre pour catapulter Buster. On va le monter et l'installer là-haut. Attends un peu, il nous faut un château. Ne t'inquiète pas, on en a un et tu vas l'adorer. On gonfle le château à 30 mètres du sapin. C'est la distance minimale que nous avons pu vérifier historiquement entre une forêt et un château fort. Pour indiquer la hauteur du parapet, des ballons sont attachés sur une corde de 12 mètres de long. La taille des branches est un vrai travail d'équipe. On aurait peut-être dû prévenir. Attention! Le cadavre est bien fixé et les cordes sont en place. Tous espèrent que Buster arrivera à destination. C'est bon. On a 2 cordes attachées au sommet de l'arbre. Celle qui servira à le faire ployer et celle qui servira à l'arrêter. Nos essais à petite échelle nous ont appris que l'idéal est d'arrêter le tronc juste avant qu'il n'arrive à la verticale. Bonne chance, Buster! Tu es notre seul espoir. Buster est installé à 21 mètres au-dessus du sol. Le château se dresse 30 mètres plus loin et le sapin est le plus grand arbre des environs. Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, ça ne fonctionnera jamais. Ok Jesse, le dynamomètre est en place, tu peux tendre la corde. On va y aller tout doucement pour éviter de déloger Buster de son arbre avant qu'il n'ait pu être catapulté. Tori décide qu'il vaut mieux couper la corde depuis le sommet. On est à 450 kg de force. La tension monte alors que la tension de la corde monte. On a dépassé la tonne, c'est bon. C'est le moment de vérité. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, Buster n'a fait que tomber de son perchoir. Et d'un coup de son épée de samouraï... C'est parti, on relâche dans 3, 2, 1... Contre toute attente, Buster atterrit au pied des remparts du château. Mais il n'a pas réussi à contaminer l'ennemi. On a reproduit tout ce qu'on avait appris grâce à nos essais. On a taillé les branches, le sommet et on a attaché une corde d'arrêt. On a coupé la corde et Buster a été envoyé dans les airs. On a transformé un arbre en catapulte. Tori est ravi. Il n'est pas entré dans le château, mais il est arrivé jusqu'à l'entrée. Mais comment peut-on mesurer une réussite? Malheureusement pour Buster et pour nous tous, nous avions fixé plusieurs points de référence. Soyons un peu réalistes, les gars. On a testé ce mythe dans les meilleures conditions possibles. On a placé le château aussi près que possible de l'arbre selon les données historiques qu'on a pu trouver et on a taillé toutes les branches. Oui, le temps qu'on fasse tout ça, l'ennemi nous aurait taillé en pièces depuis le château. Et en plus, il nous a fallu plus d'1 tonne de force. Combien de chevaux et de soldats auraient été nécessaires à l'époque? On a réussi à transformer un arbre en catapulte, mais pour ce qui est du mythe, on n'a pas réussi à catapulter Buster à 30 mètres de distance au-dessus d'un rempart de 12 mètres de haut. Il est donc bidon. C'est bidon. Bidon. Mais on a réussi à passer les douves. Ouais. Et en plus, on a un château gonflable.